Il y a un jeu quand on était gamin qui finissait toujours par des trahisons. Tu posais tes armées, tu lançais tes dés, tu rigolais avec ton cousin, et 10 minutes après, t'étais déjà en train de hurler « Quoi? Tu m'attaques, l'Asie ?» Oui, on parle de Risk. Sauf que là, je pense qu'on y joue encore aujourd'hui. Mais version non censurée, pas la version dans un salon avec un plateau en carton et des figurines en plastique. Là, la carte, c'est le continent africain. Et les joueurs ne sont pas ton cousin Malo et ta tante Monique, non, ce sont les USA, la Russie, l'Europe, et surtout dans un coin de la pièce, la Chine. Et là, tu remarques quelque chose d'étrange dans cette partie géante de Risk. Le joueur qui parle le moins, celui qui est le plus discret, c'est celui qui est déjà en train de gagner. Mais gagner quoi? Pourquoi c'est si important cette partie sur le continent africain? Parce que soyons clairs, l'Afrique, ce n'est pas juste un continent en développement, comme on l'entend encore trop souvent dans les médias. C'est certainement le pilier du monde de demain. Pour comprendre ça, écoute bien, en 2050, un humain sur 4 vivra en Afrique. L'Afrique, c'est le continent qui va doubler sa population en 30 ans. Ils sont assis sur la moitié des ressources minières mondiales, que ce soit le cobalt, le lithium, l'uranium, etc. Des ressources essentielles à notre évolution, et il est stratégiquement placé entre les océans, entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, et en plus l'Afrique en réalité est bien plus grande qu'on ne le croit. Si je te disais qu'on pouvait y rentrer les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe, et il reste encore de la place pour poser ta Switch, ton chat et ton frigo même. Ça peut paraître dingue, mais c'est une réalité, car la plupart des cartes du monde, celles qui sont basées sur la projection de Mercator, qui déforment les continents, et du coup elle paraît toute petite, et cette projection était essentielle dans la déformation proche de l'équateur pour faire une sphère. Donc oui, même les cartes du monde ne reflètent pas ce qu'est réellement l'Afrique. Alors maintenant, imagine un continent immense, jeune, riche, connecté au monde entier. Un continent qui va alimenter les usines, accueillir les innovations, influencer la politique mondiale, redessiner les équilibres économiques. Oui, peut-être pas tout de suite, mais quand on joue un jeu long terme, c'est certainement l'endroit où il va falloir commencer à miser en ce moment. Et c'est pour ça que là-dedans, il y a un joueur discret mais déterminé qui pose ses pions avant les autres. C'est pas du développement altruiste, c'est un investissement géopolitique long terme. Pari sur l'avenir. Pour comprendre comment commence le grand jeu de l'influence en Afrique, faut pas juste remonter à la guerre froide ni même aux années 60. Il faut remonter aux empires, parce que dans l'histoire, tous les grands ont voulu leur terrain de jeu. Tu veux dominer, tu t'installes quelque part, tu prends des terres, tu n'oublies pas surtout de poser ton drapeau, symbole évident de la domination de cette terre. Les premiers à s'y mettre, ce sont clairement les Espagnols et les Portugais, direction les Amériques. Ils arrivent, ils plantent leur croix, ils prennent l'or, convertissent tout le monde à la chaîne, et en prime, ils installent l'esclavagisme tranquillement. Ensuite, nous avons les Britanniques qui débarquent et eux, ils font pas semblant. L'Inde, c'est pris, une autre partie de l'Afrique, c'est pris, l'Asie aussi. On pose des rails, des lois, des drapeaux et au passage, ils inventent le concept de l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. C'est pour bien montrer à quel point la volonté d'expansion a toujours été présente. C'est l'évolution qui a toujours fait les grands empires. La France, elle aussi, en a profité avec France-Afrique. Malgré le fait de dire qu'ils étaient là pour civiliser, aider et éduquer, la réalité, c'est que on est passé dans l'Afrique, à l'Indochine et un paquet de contrôles bien déguisés. Et c'est un peu la même chose au niveau des États-Unis aussi. Alors eux, c'est pas trop colonie façon carte postale, c'est pas leur spécialité. Eux, c'est plus base militaire partout, coup d'état quand ça les arrange, soft power à la sauce Coca-Cola, CIA et films d'action super-héros. Et à chaque fois, le même schéma. Tu veux de la puissance, tu prends un morceau du monde. Et là, c'est juste le tour de la Chine. Mais attention, c'est pas un caprice, c'est pas tiens, si on grattait 2 ports, 3 mines, ça peut être sympa. Non, c'est une véritable stratégie impériale. Parce qu'il faut se souvenir d'un truc fondamental. La Chine, c'est pas une puissance émergente, c'est un empire qui revient. Dans sa tête, elle a pas 10 ans de plan, c'est 10 000 ans d'histoire, et elle ne se voit pas du tout en une start-up géopolitique, elle se voit comme la plus vieille entreprise familiale du monde, une dynastie qui a déjà vu défiler les Mongols, les Européens, les guerres, les humiliations, les traités inégaux, et qui ne veut plus jamais revivre ça. Et donc quand elle avance ses pions aujourd'hui, c'est pas juste la tendance de 2025, c'est pour poser les bases de son pouvoir pour les siècles à venir. L'Afrique, pour la Chine, c'est pas un constat, c'est une fondation. Revenons à quelque chose d'un peu plus récent d'ailleurs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Européens sont KO, lessivés, à bout, et les colonies, elles, commencent à lever la tête. Les indépendances s'enchaînent comme des dominos. Ghana, 1957, Guinée, 1958, Congo, 1960, Algérie, 1962, et j'en passe. Ce n'est que le début, toute l'Afrique se libère, mais une fois que les colons ont plié bagages, c'est le vide. Pas d'école moderne, pas d'hôpitaux fonctionnels, pas d'infrastructures, pas de vrais partenaires
partenaire commercial. Juste un gros « Oh bah écoutez, vous l'avez voulu, bonne chance ». Et là tu pourrais croire que les anciens boss allaient rester dans le coin, filer un coup de main de temps en temps, mais rien du tout. L'oncle Sam, il a d'autres plans. Il suffit de voir comment ils sont partis de l'Afghanistan il y a encore pas si longtemps que ça, 20 ans de présence, des milliards investis, et puis en 2021, il plie tout en une semaine, laisse le matos, les bases, les alliés derrière à la grille de l'aéroport. La France, quant à elle, la France-Afrique, c'est en train de cracher, pour ne pas dire totalement fini. Pendant des décennies, c'était son jardin, base militaire, coup de fil entre présidents, deal énergétique, voire même deal en diamant, mais ces 15 dernières années, tout s'effondre. Ils sont expulsés du Mali, puis du Burkina, puis du Niger, et j'en passe. En 2023, le président nigérien vire l'ambassadeur français et coupe la coopération militaire. Et sur le terrain, les populations crient « France dégage » plutôt que « merci pour l'aide ». Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. Résultat, les drapeaux français tombent partout en Afrique. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un joueur qui est là déjà depuis un certain temps sur le plateau mais très discret, pas en mode grande puissance qui débarque avec son drapeau partout, non, profil bas, chemise bien repassée, poignée de main sincère. Salut, nous aussi on s'est fait marcher dessus par les grandes puissances, on sait ce que c'est, on veut juste avancer ensemble. Du coup ça marche, parce que quand t'as passé des décennies à te faire infantiliser, piller, diriger, quand chaque discours d'aide vient avec une arrière-pensée, des conditions, des leçons de morale, et que là un pays débarque sans rappeler son passé, sans parler de civiliser, de redresser, juste pour dire on bosse ensemble. And launch a China-Africa Quality Enhancement Program. De base, t'as tendance à dire oui. Pas par naïveté, juste parce que, comparé à ce que t'as pu connaître avec les anciens colons, ça ressemble à un partenariat. Même si, on le verra, que c'est souvent beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus tendancieux. La notion de partenariat est toujours très relative. Prenons la Tanzanie et la Zambie, par exemple. La Chine construit la ligne Tazara, 1860 km de rail en plein bush africain, financé, conçu, posé par Pékin. Zéro condition politique et zéro réforme imposée. Mais il y a toujours un mais. Ce que la Chine a demandé en échange, c'est pas écrit en gros sur les pancartes d'inauguration, car le deal était signé en yuan, la monnaie de la Chine, donc dès le départ, la Chine contrôle la valeur même du contrat. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est très fréquent en Chine dans la manipulation de la monnaie. Mais on reviendra dessus un peu plus loin, vous allez vite comprendre. En attendant, la plupart des matériaux et des machines viennent directement de Chine. Et surtout, les chantiers ont été menés par des dizaines de milliers d'ouvriers chinois. Ce qui veut dire que la main-d'œuvre locale a été largement mise sur la touche. Donc ce n'est pas de l'aide, c'est clairement de la stratégie, mais vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la ligne Tazara est toujours là, mais clairement en galère. Que ce soit des problèmes d'entretien, des retards, une manque de rentabilité, bref, le train est bien arrivé, mais la facture, elle, continue de s'agrandir. Au début, personne n'a pensé ça comme une prise de position stratégique. Grosse erreur, parce qu'on avance. Dans les années 2000, la Chine a changé de maillot et elle devient l'usine de la planète. Elle fait tout, téléphone, voiture, slip, satellite, et même des cercueils biodégradables en forme de licorne. Tu rêves d'un gadget chelou à produire, t'inquiète pas, ils l'ont déjà fabriqué hier. Mais pour faire tourner cette méga usine à la taille d'un continent, il faut du carburant, et là je ne parle pas d'essence, mais bien de matières premières, et pas n'importe lesquelles. On parle de cuivre, pétrole, fer, cobalt, lithium, etc. et j'en passe. Tous les trucs qui font tourner le monde moderne, que ce soit des câbles, des batteries, des panneaux solaires, des smartphones, ou encore des voitures électriques. Et tout ça, devine quoi? Ça vient en grande partie d'Afrique. 61% des minerais du fer mondial direction la Chine, plus de 50% du cuivre raffiné aussi pour la Chine, 70% du cobalt mondial c'est extrait du RDC, je vais vous expliquer ce que c'est après, et non, ce n'est pas le rez-de-chaussée, 80% du lithium africain est déjà convoité par des groupes chinois, donc si on fait un petit récap, si on n'a pas de cobalt, ça veut dire pas de batterie, pas de cuivre, pas de voiture, pas de lithium, pas de palais, pas de transition énergétique, et pas de voiture électrique non plus. Alors, certains vont être très contents, c'est sûr et certain, mais la réalité c'est qu'il y a des gros impacts. Donc oui, l'Afrique n'est pas juste intéressante, et pas seulement d'ailleurs pour la Chine, c'est vital pour le monde entier, parce que tout devient high-tech, automatisé, connecté, robotisé, et pour faire tourner ce nouveau monde, il faut des métaux rares, des matériaux qu'on ne peut pas coder, qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne peut pas imprimer en 3D, en tout cas pour l'instant. Le RDC, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la République démocratique du Congo. Et vous m'excuserez, on va dire RDC pour que ce soit beaucoup plus simple. En 2008, la RDC signe ce que les médias appelleront vite le contrat du siècle. Non officiel, les Sicomines. Sino-congolaises des mines pour faire classe. Le principe sur le papier, vous, la Chine, investissez entre 6 et 9 milliards de dollars pour nous construire des routes, des écoles, des hôpitaux, des barrages, et nous, l'Afrique, on vous laisse exploiter nos gisements de cuivre et de cobalt
tranquillement. Mais en réalité, le deal est beaucoup moins net, beaucoup moins précis et beaucoup moins classieux. Déjà, la valeur exacte du contrat n'est pas claire, certains parlent de 6 milliards, d'autres d'un montant allant jusqu'à 12 milliards selon les avenants, et ensuite, le joint venture qui servait à l'exécution de ce deal était contrôlé à 68% par des entreprises chinoises, dont China Railway et Sinohydro, deux géants du BTP liés à l'État chinois. Et enfin, côté congolais, le contrôle des revenus miniers est flou de chez flou. Un rapport de l'inspection générale des finances en 2021 a relevé que moins de 3% des promesses d'infrastructures avaient été tenues. Seulement 822 millions de dollars sur plusieurs milliards annoncés ont été réellement investis dans des projets visibles et concrets. Et si 822 millions de dollars ont fait 3% des promesses, j'imagine même pas où sont passés le reste. Pendant ce temps, les mines, elles, tournent à plein régime, des tonnes de cuivre et de cobalt partent chaque année vers la Chine. Mais combien de dollars rentrent vraiment dans les caisses de l'État congolais? Ça, c'est certainement le plus gros mystère de tous les contrats d'Afrique. Bref, tu l'as compris, la Chine est en train d'annexer tranquillement l'Afrique. Et pour ce faire, il faut du cash, mais vraiment beaucoup de cash. Et là, la Chine ne fait pas semblant, entre la planche à billets bien huilée, une monnaie qu'elle contrôle de A à Z, et une ligne de crédit quasiment illimitée pour certains pays africains, elle peut sortir des milliards sans passer par le FMI, sans aucun contrôle, ni demander l'avis à personne. Et forcément, quand tu as les plans, les ingénieurs et la banque dans ta poche, c'est facile de construire des ports, des routes et des trains. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des donations, ce sont des crédits. Depuis 2001, les prêts chinois à l'Afrique ont explosé. 2 milliards de dollars en 2001, 170 milliards de dollars cumulés en 2022. Parce que la Chine ne pose pas trop de questions, pas de clause sur les droits de l'homme, pas d'ingérence politique. Si tu as besoin d'argent, t'inquiète pas, elle te le prête directement. Mais derrière ce financement facile, il y a une logique économique bien huilée. Parce que la réalité, c'est que Pékin peut prêter autant qu'elle souhaite, parce que sa monnaie est totalement contrôlée. Elle peut manipuler le yuan pour maintenir sa compétitivité et absorber tous les risques réels liés à son aspect monétaire. Elle passe aussi par des banques d'État, comme Exim Bank ou China Development Bank, dont elle pilote les prêts comme un outil réellement diplomatique. Et surtout, elle s'en fout totalement que les projets soient rentables. Ce qu'elle veut, c'est l'actif réellement derrière. Car oui, tu ne peux pas rembourser, ça devient très concret, et c'est ok. Sri Lanka, 2017, le pays ne peut plus rembourser ses dettes liées à la construction du port de Hambantota. Alors pour compenser, le gouvernement sri-lankais signe un bail de 99 ans avec une entreprise d'État chinoise qui prend le contrôle total de l'exploitation du port. Pas de vente officielle, mais un deal qui donne à Pékin les clés du lieu pour un siècle. Bon, on ne s'arrête pas là, vous imaginez bien, la Zambie en 2020, défaut de paiement, la Chine renégocie l'accès exclusif à plusieurs mines de cuivre. Angola, sa dette est remboursée en barils de pétrole pour que ce soit plus simple, et aujourd'hui c'est près de 50% de sa production qui part directement en Chine, et donc le piège se referme petit à petit. Et c'est là que moi, en bon youtubeur responsable, je te dis abonne-toi si c'est pas déjà fait, like et surtout commande, car d'une, ça m'aide beaucoup pour réaliser d'autres sujets comme celui-là, qui demandent d'ailleurs beaucoup de temps et d'énergie, et aussi parce que j'ai du lourd en projet pour la suite de la chaîne. Mais retournons à notre sujet, car c'est là qu'on comprend que le plan chinois, c'est pas juste de construire, c'est de redessiner le monde. En 2017, à Djibouti, la Chine installe sa première base militaire à l'étranger, juste à côté du canal de Suez, là où passe 10% du commerce mondial. C'est une coïncidence? Ah non. Et pendant ce temps-là, Huawei pose des câbles sous-marins, ZTE gère la 4G de 80% du continent, des satellites sont lancés avec des technos chinoises un peu partout et plusieurs fois par mois. C'est pas un réseau, c'est une véritable toile qui est en train de se construire. Et puis il y a l'ONU. Alors oui, c'est pas forcément lié aux rails, aux mines et aux différents deals, mais l'Afrique c'est 54 pays, c'est pas juste un continent, c'est un bloc de vote énorme, un quart de l'Assemblée générale. Et ces votes-là comptent énormément. Parce que quand il faut voter des sujets sensibles du style est-ce que Taïwan a le droit de siéger, ou encore faut-il condamner la Chine pour ses camps de Xinjiang, devinez qui soutient Pékin quasiment à chaque fois. Les pays africains. Pas tous les pays à chaque fois, ok, mais une grosse majorité. Et c'est sûr que quand t'as un partenaire qui construit tes routes, t'offre des hôpitaux, te file des prêts, t'as pas trop envie de le froisser en votant contre lui devant toute la planète. Et donc, sans faire de bruit, la Chine s'est construit un véritable bloc diplomatique, en plus d'un véritable bloc énergétique. Un bouclier géopolitique qui peut peser lourd dans les décisions mondiales, mais l'histoire est loin d'être terminée. Parce que là, oui, il y a un véritable réveil. En RDC, des jeunes manifestent contre les conditions dans les mines, contre l'opacité, contre les contrats léonins. Au Ghana, on demande des audits de chaque projet chinois signé. Le Rwanda impose de plus en plus de main-d'œuvre locale. L'Éthiopie renégocie ses lignes de train avec
Pékin, clause par clause, le peuple parle et ils veulent comprendre pour reprendre la main. Mais pendant ce temps-là, du 10 au 12 juin 2025, à Changsha, 53 pays africains se réunissent avec la Chine pour une déclaration commune. Souveraineté, coopération, développement mutuel, des mots bien choisis, mais dans les coulisses, le message est clair. La Chine est un partenaire, on ne veut plus dépendre de l'Occident, on ne veut plus dépendre des USA. Et même si le texte ne dit pas clairement on soutient la Chine contre les États-Unis, le signal est clairement passé. Ce que l'on voit là, c'est un véritable dilemme historique. D'un côté, les peuples commencent à douter, à contester, à exiger mieux, de l'autre, les gouvernements signent, s'alignent, verrouillent. Et pendant qu'on débat, que certains dénoncent et que d'autres applaudissent, la Chine, elle, avance. Mais au fond, tu vas me dire, si je vis pas en Chine, et que je suis pas diplomate, et que je n'ai pas de mine de cobalt au fond du jardin, en quoi ça peut m'intéresser? On parle souvent de technologie, d'écologie, de projet. On parle aussi d'avenir, de solutions, de changements, mais ce qu'on oublie parfois, c'est que tout ça repose sur des choses très concrètes, très simples en fait. Des ressources, de la matière, des matériaux qu'il faut aller chercher quelque part. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas juste une compétition entre pays ou entreprises, c'est une nouvelle façon de voir le monde qui est en train de se mettre en place. Et cette transformation, elle commence souvent très loin d'ici, dans des endroits qu'on connaît peu, mais dont on dépend plus qu'on ne le croit. Parce que pour fabriquer un téléphone, une voiture électrique, un panneau solaire, il faut des composants très spécifiques, des métaux rares, des chaînes de production qui traversent des continents, et derrière tout ça, il y a des choix, des accords, des rapports de force. Pendant longtemps, ces sujets semblaient techniques, éloignés et réservés aux spécialistes. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, ce qui se passe là-bas peut avoir des conséquences ici, sur les prix, sur les délais, sur les industries, ou encore notre capacité à avancer. Ce n'est pas une question de dramatiser ou de s'inquiéter, c'est simplement reconnaître que le monde est devenu très connecté, encore plus qu'on ne le pense. Et c'est aussi le moment de comprendre ce qui se joue à l'autre bout de la chaîne. Ça permet d'avoir un coup d'avance, ou au moins d'éviter d'être surpris. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, il ne s'agit pas de choisir un camp, mais simplement de prendre le temps de regarder les choses en face. De voir que derrière les objets du quotidien, il y a des réalités plus vastes, plus complexes, mais pas pour autant inaccessibles. Et peut-être ça, c'est la vraie question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on continue à avancer les yeux fermés? Ou est-ce qu'on prend le temps de comprendre ce qui tient vraiment le monde en place? Pas pour tout maîtriser, pas pour tout contrôler, mais simplement pour ne plus être complètement à l'écart des décisions qui, petit à petit, dessinent notre futur à tous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as appris quelque chose, on se retrouve en commentaire. Tu as des arguments ou des informations à partager avec la communauté. N'hésite pas. Tu as aimé, c'est simple, abonne-toi, parce que comme d'habitude, l'avenir ne se subit pas. Il se comprend et il se construit ensemble.